On va passer à la première table ronde. Et donc, je présente les deux orateurs, les deux intervenants de cette table ronde sur les menaces qui concernent plus particulièrement les entreprises et les administrations. J'appelle donc Lionel Maupetit, qui est lieutenant-colonel de gendarmerie, officier en charge de la sécurité économique dans la région PACA. Installez-vous. Et j'appelle aussi Alexandre Bayeux, qui est cofondateur du cabinet firme CyberSafe. Donc vous avez également occupé dans le passé diverses fonctions à la Société Générale, notamment la lutte contre la fraude et la protection de l'information. Alors je me tourne vers vous, Lionel Maupetit. Quelle est exactement votre mission? Parce que les gens dans le public ne savent peut-être pas ce que vous faites, ce que représente votre fonction. Très bien. Voilà, moi, mon titre, c'est officier en charge de la sécurité économique au sein de la région PACA. Donc, je suis actuellement au sein de l'état-major de la région de gendarmerie qui est implantée à Marseille. Région de gendarmerie qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois compétente sur l'ensemble de la région PACA, mais à l'identique que les armées, elle a aussi une compétence sur l'ensemble de la zone sud. C'est-à-dire que le général commandant la région de gendarmerie est à la fois commandant région de gendarmerie PACA et pour la zone de défense sécurité sud. La zone de défense sécurité sud, comme il a été évoqué, c'est quand même 21 départements, donc c'est assez vaste. Particularité en gendarmerie, la sécurité économique a été régionalisée. C'est-à-dire autant pour les autres thématiques d'ordre public, on est sur une dimension zonale. Pour la sécurité économique, il y a eu une volonté de régionaliser. C'est pourquoi je suis en charge de la sécurité économique sur les 6 départements de la région PACA. Alors, la sécurité économique en gendarmerie, ça recouvre un certain nombre de domaines. On l'évoquera certainement tout à l'heure. C'est à la fois la sécurité physique, c'est-à-dire comment protéger les entreprises contre les atteintes aux biens, les intrusions, les dégradations. Et on verra que les menaces sont nombreuses dans ce domaine. Mais c'est également l'intelligence économique, tout ce qui est ingérence étrangère, etc. Les cybermenaces, et puis d'autres menaces telles que le phénomène religieux, les dérives sectaires, etc. Mais on pourra l'évoquer plus particulièrement. Donc, je suis en charge de coordonner l'action de tous les référents sécurité économique des départements, de dynamiser cette action, de la coordonner et de m'assurer que notre action s'inscrive dans une action globale entre les différents services des autres administrations. D'accord. Donc on va vous demander quelques exemples, tout ça tout à l'heure. Mais je passe la parole à Alexandre Bayeux. Donc vous, votre analyse des menaces, c'est quoi exactement aujourd'hui? Alors, Elles évoluent. oui, elles évoluent et comme vous le disiez, on a, la menace cyber s'est énormément développée. Et en fait, là où vous, en tant que, on pourrait se dire souvent, on se dit, le cyber, c'est égal à de la technologie, c'est de l'informatique, et donc il y a dans l'entreprise une équipe DSI qui a généralement pas mal de moyens et peut-être plus que l'équipe sûreté sécurité. Donc ça, ce sujet cybersécurité, c'est la DSI. Non, on le voit depuis quelques années, c'est via le digital de chaque employé, de chacun de vos collaborateurs, c'est eux qui deviennent la menace. Donc la menace, elle est non seulement cybersécurité, comme vous le disiez, mais c'est plus de la cybersécurité technologique, c'est ce qu'on va appeler ce que je vais appeler la sécurité digitale, c'est social, c'est beaucoup d'humains. Et donc, de la même façon que le métier sûreté sécurité est historiquement de protéger les actifs, de protéger les accès, de vérifier qui rentre dans l'entreprise, bien votre enjeu avec la digitalisation de la vie de chacun de vos collaborateurs, c'est de s'assurer que son profil digital n'est pas en risque, n'est pas faible, et même qu'il n'est pas usurpé, qu'il n'est pas faux, que le profil digital de un tel qui est l'assistante du dirigeant ou qui est le directeur R&D, que sur les réseaux sociaux, celui qui vous parle ou celui qui est en contact, qui est copain avec les différentes personnes de l'entreprise ou de partenaires, c'est bien un vrai. C'est contrôler cet accès. Ce qui veut dire qu'en gros, l'état de la menace, il a beaucoup changé avec cet aspect de cybersécurité et il a été vu très technologiquement, mais il est maintenant vraiment humain. Humain dans le sens où
un chiffre, mais partagé par tous les spécialistes, même technologiques, hein, c'est que 95% des cyberattaques, ça passe par une faille humaine. C'est beaucoup plus simple d'attaquer, de récupérer un mot de passe que quelqu'un va donner par naïveté que d'attaquer en brut un serveur. Euh, les attaques via les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux pour ceci, ça c'est une grosse évolution. Ça menace. Voilà. Alors, ce que vous me disiez aussi, c'est que même des attaques physiques, c'est-à-dire l'attaque d'un site, passent aussi par des moyens digitaux et Internet, etc. Complètement, parce que en termes d'attaque, les différentes. Quand on prépare une attaque, la première étape, avant d'agir, c'est de reconnaître. Il y a des modèles comme ceci en cybersécurité, mais qui sont complètement inspirés de modèles d'investigation et d'espionnage ou de tactique, j'imagine, qui sont vos domaines. On commence par une grosse phase de préparation et de reconnaissance. Mais si vous voulez attaquer si vous voulez rentrer physiquement, vous allez essayer de savoir qui a l'habitude de rentrer, à quelles heures, quels sont les prestataires, la femme de ménage, etc. Bah ça, soit vous vous mettez dans une voiture banalisée, enfin vous cherchez à voir ça pendant des semaines et des semaines, ou bien vous lancez un robot sur LinkedIn, Facebook, etc. Et vous avez ça en quelques clics pour pas cher du tout et de façon tellement plus fiable parce que vous aurez ça ne sera pas un œil qui aura vu 15 fois la même chose, ça sera plein de sources différentes et vous allez ainsi préparer votre attaque de façon très très forte. Et même, vous allez après pouvoir, quand vous allez chercher à rentrer, pas découvrir, mais quelles sont les mesures de sécurité, parce que vous aurez peut-être fait une campagne de phishing sur les quelques personnes qui sont pas très haut dans la hiérarchie, hein, mais qui sont au point d'entrée, et vous aurez récupéré l'identifiant mot de passe de quelque chose, vous aurez pris le contrôle de quelques caméras qui ont été installées assez facilement dans le mot de passe et admin. Et si vous avez ça, si vous avez les caméras et si vous avez le compte de quelques personnes à l'entrée, c'est quand même beaucoup plus simplifié. Merci. Alors, je voudrais savoir quelles sont les particularités, selon vous, des menaces dans la région PACA. Il y a par exemple le site de Sophia Antipolis, qui est un lieu important au niveau de la recherche des startups, au niveau même européen, voire mondial. Et donc, je suppose que ça suscite peut-être l'intérêt de puissances étrangères ou d'espions économiques. Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte? Oui, tout à fait. Donc, si l'on prend, je dirais, le panel des menaces qui pèsent sur la région PACA, elle est quasiment identique, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, que les autres régions françaises. Toutefois, comme tout bon chef opérationnel, lorsqu'on prépare notre plan opérationnel, on cherche à définir quelles sont les vulnérabilités et je dirais, les entités qui pourraient être menacées. Or, en région PACA, on s'aperçoit qu'elle regroupe un certain nombre d'entreprises et de pôles d'innovation, comme vous le disiez, qui peuvent susciter des convoitises. Bon, vous évoquiez Sophia Antipolis, on peut évoquer tout ce qui est la partie aéronautique, notamment à Marignane. On a à Toulon l'un des plus grands pôles militaires, des plus grands ports militaires. On a également le domaine pharmaceutique, avec Sanofi dans le 04. Vous voyez, tout un certain nombre de domaines qui suscitent actuellement des convoitises, qui sont des domaines importants et majeurs pour l'indépendance de notre État. Je pense aussi à tout ce qui est la microélectronique, hein, société ST Microélectronique à Rousset. Donc voilà, on a un certain nombre d'entreprises qui peuvent susciter des convoitises, qui travaillent notamment aussi pour la défense. Donc on est particulièrement vigilant. On a eu des tentatives d'atteinte. Donc on est particulièrement vigilant avec les autres acteurs de la sécurité. Il y a aussi beaucoup de sociétés étrangères. Est-ce que vous regardez cet aspect-là? Alors, cet aspect-là, on le travaille en liaison avec les autres services de renseignement. Je vais peut-être l'aborder. La gendarmerie, de par son positionnement au cœur des territoires, elle va agir sur le tissu des TPE-PME. Vous allez me dire, une TPE, une petite entreprise, elle ne va pas susciter l'attention peut-être de groupes étrangers. Alors là, il faut tout de suite couper court à cette vision.
un groupe étranger ou n'importe quel escroc, il ne va pas, comme a été évoqué, essayer d'attaquer frontalement une grosse filiale, un grand groupe, qui aura un système de sécurité, qui sera largement sensibilisé sur la sécurité. Non, il va passer par un sous-traitant, il va passer par une filiale, peut-être une PME qui va travailler pour cette entreprise de la défense, cette entreprise stratégique, qui sera beaucoup moins sécurisée, qui sera beaucoup moins sensibilisée. Et c'est là où est notre rôle, à nous, gendarmerie, d'une part, à sensibiliser ces chefs d'entreprise. La majeure partie des entreprises, la région PACA-COP au niveau national, sont des TPE-PME. Je crois qu'on a un ordre de 80-85% des entreprises sont de moins de 10 salariés. Sensibiliser, mais également détecter l'ensemble des signaux faibles. Je prends un exemple, une entreprise qui, dans l'ouest de la France, subit un cambriolage. Bon, ça paraît à peu près naturel. Enfin, malheureusement, c'est assez courant. En revanche, que lors de ce cambriolage, le préjudice porte sur le contenu de la broyeuse, ça, c'est beaucoup plus, je dirais, sensible. Que cette même entreprise ait fait l'objet de dégradation dans une autre région française, voilà, ce sont des signaux faibles qui, une fois recoupés, nous amènent à, je dirais, à alerter les autorités et les autres services. Oui. Donc vous avez une coopération évidemment avec vos équivalents dans les autres régions, justement pour voir s'il n'y a pas des recoupements sur un même cas, un même dossier. Tout à fait. En fait, la force de la gendarmerie, ce sont ces capteurs. En région PACA, nous avons 4500 gendarmes répartis dans différentes brigades. Dans chaque canton, on a des gendarmes qui sont autant des capteurs qui vont faire remonter des informations. Et toute notre chaîne de renseignement va être là pour recouper cette information. On communique, on a des logiciels pour recouper cette information qui vont nous permettre justement d'alerter en disant attention, dans telle région on a eu tel fait, concernant telle entreprise, cette entreprise a aussi subi le même fait dans telle autre région. Je pense que là, il faut sensibiliser à la fois les partenaires, le chef d'entreprise, sur une éventuelle menace. J'aimerais rebondir sur vos propos, si vous me permettez. Allez-y, oui, bien sûr. Cet élément signaux faibles, il est essentiel. Qui a un compte LinkedIn dans la salle? Bon, tout le monde, en gros, voilà. Presque tout le monde. Pas moi non plus. Moi, c'est le journal, c'est pas moi. Donc, il y a beaucoup... Dans le public, vous savez, à 90% des comptes LinkedIn, alors, un signaux faible qui peut être monté ou qui devrait être monté à l'équipe sûreté sécurité, c'est par exemple si je suis employé et que j'ai reçu une proposition d'un recruteur particulièrement alléchante. Je reçois les choses où on me dit vous avez le profil idéal, est-ce qu'on peut parler un peu de vos projets, et puis c'est tellement la personne va essayer de rentrer un peu plus. Et si moi, en tant que cible, on va me demander notamment à un moment, est-ce que vous auriez d'autres collègues qui seraient peut-être ouverts à des propositions d'embauche comme ça? Vraiment, ce recruteur, il peut avoir beaucoup d'informations. Ce recruteur, 95%, il va être faux, hein, parce que la personne, enfin, quand on vous séduit beaucoup, c'est généralement plutôt pour vous amadouer. Donc ça, si vous arrivez à détecter que c'est un signal, que c'était une attaque qui était pas pertinente, qu'en fait, quand vous avez téléphoné, c'était pas un cabinet de recrutement, ou s'il se faisait passer par tel cabinet, vous avez pris le vrai numéro, vous avez appelé, est-ce que Barbara, machin, souvent des femmes qui cherchent à séduire les hommes là-dessus, non, en fait, on la connaît pas. Là, gardez pas l'information pour vous. Si vous la transmettez, si elle est transmise aux personnes qui sont en charge de la sûreté sécurité, c'est un signal faible. Et si ce signal faible il est répété à plusieurs collaborateurs de l'entreprise, là le signal faible il est plus du tout faible. C'est qu'il y a vraiment une attaque avec des équipes professionnelles qui ont un commanditaire au-dessus, qui ça va être un concurrent, je ne sais pas quoi. Mais ça c'est très intéressant en termes de signal faible. Donc signal faible qui peut être physique, mais qui marche également par les réseaux sociaux, par la vie digitale. Alors pour ça, il faut que les collaborateurs soient sensibilisés et qu'ils aient en plus ensuite la sensibilité de remonter ça à quelqu'un. Et le DSI, l'informatique, ils ont déjà tellement de choses à faire que le système marche.
ils ont autre chose à faire que de gérer les profils LinkedIn de chaque employé. Merci. Alors, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur justement les coopérations que vous avez. Alors, on a vu qu'évidemment, vous avez une coordination avec tous les services de la gendarmerie, mais est-ce qu'il y a aussi une coordination avec les autres services de renseignement, Alors, oui, voire l'armée aussi? Alors tout à fait. Alors au même titre que d'autres thématiques, comme le terrorisme après 2015, la volonté politique a véritablement été d'éviter ce qu'on appelle dans le jargon les trous dans la raquette, c'est-à-dire éviter que l'adversaire se faufile dans les failles. Donc en matière de sécurité économique, très tôt, il a été décidé d'une coordination au niveau national, mais également au niveau local. Alors, cette coordination au niveau local, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais elle se fait au niveau du préfet de région, à travers d'une part de réunions annuelles, en plusieurs réunions, qu'on appelle comités régionaux de sécurité économique, et qui vont rassembler différents acteurs. Alors, ça va être l'ANSSI, ça va être les différentes directions de l'État, la DRAF, la DREAL, enfin tous les grands services de l'État qui sont impliqués dans la sécurité économique, mais également les services de renseignement. Donc ces réunions sont dirigées par la déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique qui est placée auprès du SGAR. Ces réunions sont l'occasion de faire l'état de la menace. Et parfois on rentre dans le détail. Et également de voir quels sont les actes de remédiation que l'on peut mettre en place. C'est aussi l'occasion de détecter les nouveaux actifs stratégiques, les nouvelles entreprises qui représentent un véritable intérêt pour la nation et qu'il s'agit de davantage protéger. Donc voilà, cette coordination, elle se fait de manière formelle à travers ces réunions. Et puis au quotidien, elle se fait naturellement avec les autres services de l'État, les services de renseignement avec lesquels on échange au quotidien sur les autres thématiques, et également en matière de sécurité économique, avec une clé de répartition qui est à la fois en fonction de la taille de l'entreprise, je l'ai évoqué, nous on sera plutôt sur les TPE-PME parce qu'elles sont au cœur des territoires, et puis une clé de répartition missionnelle où, là également je l'ai évoqué, on sera en charge de sensibiliser ces entreprises, d'être le capteur des signaux faibles, et de proposer un certain nombre de diagnostics de sécurité auprès des entreprises. Alors, vous parliez de PME. PME, on arrive à les identifier relativement facilement. Mais est-ce que vous détectez aussi des startups qui sont peut-être de futurs géants de numérique de demain et qui sont quelquefois juste 2-3 personnes dans un coin Alors, c'est exactement notre rôle, c'est-à-dire de cette petite start-up qui passe en dessous du spectre de surveillance, parce qu'elle est naissante. Or, elle a un potentiel économique important. Elle va rechercher des financements qu'elle ne va pas forcément trouver en France. Donc, elle va se tourner vers l'étranger. Et c'est là où on a des investissements étrangers qui vont peut-être récupérer cette entreprise. C'est aussi un moyen de capter des brevets, etc. Donc, c'est à nous aussi de détecter ces petites startups, ces petites pépites que l'on va signaler à nos partenaires pour justement pouvoir mettre en place des actions pour contrer peut-être ces volontés d'investissement étrangers. Les Américains savent très bien faire ça. Ils subventionnent, enfin, il est une notoriété publique que la CIA a subventionné Palantir, par exemple, qui est le numéro 1 mondial aujourd'hui du Big Data. Voilà. Bref. Alors, je me tourne vers vous. Vous disiez que les DSI, ce n'était pas tellement leur problème, la sécurité économique de l'entreprise, c'est vraiment un problème de direction générale et c'est peut-être le rôle aussi du directeur sécurité, sûreté dans l'entreprise. Alors, oui, alors je vais pas dire que que ça ne les intéresse pas, que la DSI ne s'intéresse pas à ça. Bien sûr qu'en tant que responsable des systèmes d'information, donc des données qui sont, la sécurité économique est très importante pour eux. Mais j'insiste, c'est qu'ils ont déjà beaucoup de pression et beaucoup de boulot à faire que le système fonctionne et que le système ne soit pas corrompu, que les données soient fiables. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur un avion qui envoie de l'information à son armée de drones. Ça, c'est le boulot de l'informatique au quotidien au niveau du système d'information. Ça marche, c'est fiable et il n'y a pas d'espions dans les données. Alors pourquoi effectivement
en fait, le sujet de la sécurité digitale n'est pas juste un sujet d'une ou deux personnes dans l'entreprise, c'est un sujet de management, c'est un sujet de direction générale. C'est parce que on aurait tendance à se dire, allez, comme dans l'ancien monde, c'est de l'informatique, donc je donne un budget à l'informaticien et s'en occupe. Mais non, parce que la pratique de telle personne dans l'équipe R&D ou dans l'équipe d'achat ou le juriste qui va travailler avec un avocat et qui ne sera pas capable de détecter que cet avocat qui est un sous-traitant n'a aucune bonne pratique en termes d'hygiène informatique et de sécurité de ces systèmes, c'est là que va se faire la perte des années de recherche, de brevets, de négociations secrètes ou de projets pour acquérir un marché, et qui va fuiter via, par exemple, le sous-traitant. Donc, le sous-traitant qui va être l'avocat. L'avocat est vraiment un sujet assez essentiel, et les pratiques ne sont pas forcément géniales. Donc, pour revenir sur votre question sur pourquoi pourquoi je considère que c'est un sujet qui doit être traité au niveau du comité de direction, c'est parce que c'est finalement tous les métiers de l'entreprise qui doivent prendre en considération que c'est leurs équipes qui doivent avoir un minimum de bonne hygiène pour éviter que rentrent des profils malveillants dans l'entreprise, et que c'est aussi à ces dirigeants, membres du CODIR, qui sont quand même qui ont le plus d'informations, à avoir des bonnes pratiques, et à avoir des bonnes pratiques en particulier auprès des assistants de ces membres du comité de direction, parce que les assistants, eux, ils ont toutes les informations, et ils pourraient se sentir, ces personnes qui sont à des postes d'assistants de direction, se sentir moins concernés, moins en responsabilité, mais c'est les premières victimes. Et ça encore plus dans une logique, vous disiez, on va accompagner en particulier les PME. Un grand groupe va avoir, au niveau de ses directions, ce ne sont pas des techniciens, ce sont des managers, des politiciens d'entreprise, des gens qui vont voir cette vision d'ensemble. Quand vous êtes auprès d'une PME de 50, 500, 1000, même 2000 personnes, la division informatique, c'est quand même une division technique. Donc, elle n'aura pas forcément cette vision d'ensemble. Et il faut vraiment passer le message à chaque membre de la direction, le DAF en particulier. Le DAF est important, le secrétaire général, idéalement le directeur général, de les sensibiliser. Une fois qu'ils sont sensibilisés, eh bien on va en plus améliorer la discussion entre ces métiers, le DAF notamment, et la direction informatique. Souvent, la direction informatique va rêver de tout bloquer. Idéalement, on bloque Internet, il y a beaucoup moins de problèmes. Et puis les métiers vont dire, mais non, on ne peut pas, parce qu'on a besoin de travailler. Alors, l'informatique vont dire, mais on ne peut pas leur donner des outils parce qu'ils ne comprennent rien. Et les métiers vont dire, l'informatique, ils ne comprennent pas nos métiers. Voilà, il va y avoir ce fossé qui va se faire. De travailler dans cette sensibilisation, et c'est ce que je fais régulièrement auprès de grands groupes ou de PME, ça rapproche aussi le dialogue entre un DG, des directions métiers, et puis un informaticien, où on va essayer de trouver un bon équilibre entre le niveau de sécurité qu'on va peut-être un petit peu baisser, mais qu'on va surtout chercher à avoir de façon homogène au niveau de toute l'entreprise, et pas juste au niveau du firewall, des antivirus et des choses-là. Non, il faut qu'on l'ait à tous les niveaux, dans nos procédures internes, dans nos process, dans le poste de travail, dans qu'est-ce qu'on met sur son téléphone perso, etc. C'est tout ça. Et si on arrive à avoir une entreprise, allez, sur une échelle de 10, au lieu d'avoir 8 sur 10 ou 9 sur 10 en informatique, ce qui coûte super cher, hein, si on arrive à avoir 5 ou 6 sur 10, mais sur l'ensemble du périmètre, et là, énorme victoire. Et c'est là que vous, alors je ne sais pas combien de personnes sont en poste sur le sujet sûreté-sécurité ici, si vous pouvez juste lever la main, oui, vous êtes nombreux là-dessus, c'est là où vous avez un rôle à jouer. C'est-à-dire que vous êtes en proxy, enfin moi je travaille beaucoup avec ce genre de profil, vous avez un rôle à jouer parce que je vois des personnes qui sont en contact avec les métiers, avec les terrains, qui sont capables d'identifier ces signaux faibles, ces quelques mauvaises pratiques, et qui peuvent ainsi le remonter, soit en discussion avec le DSI, il faut qu'il soit ouvert, ou soit
aller au DAF, par exemple, ou au secrétaire général. Et s'il est ouvert, si on a réussi à le sensibiliser, il va vous écouter et vous allez avoir un vrai rôle de conseil auprès de cette direction générale. Et ils ont besoin de vous pour cette lutte contre la faiblesse digitale. On oublie le côté informatique. Il n'y a pas besoin de compétences en informatique là-dedans. Hein. Merci. J'ai une question pour vous là. Est-ce que il y a une menace dont on n'a pas parlé? C'est par exemple les atteintes à l'image de l'entreprise, la désinformation. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ou c'est dans vos attributions ou pas? Alors, c'est peut-être pas forcément l'atteinte la plus courante. En revanche, c'est vrai qu'il faut la prendre en compte. Elle s'inscrit en fait dans un contexte, vous l'évoquiez, ça a été évoqué, de guerre économique, avec une concurrence exacerbée. Bon, j'entendais encore ce matin un petit édito économique sur une radio nationale où une entreprise allemande, Volkswagen, devait implanter une entreprise de batterie en Europe. Et au final, ce sont les États-Unis, c'est le Financial Times qui l'évoque, hein, mettaient sur la table 10 milliards de subventions et donc Volkswagen allait s'installer aux États-Unis. Donc on voit que les États sont largement impliqués dans cette guerre économique. Et un des moyens, des leviers de cette guerre économique, c'est bien sûr la désinformation. On a ce fameux exemple de l'EPR en Chine, hein, opportunément, alors qu'on est dans le cadre d'une concurrence avec des acteurs américains, l'information fuite sur cette fuite, c'est le cas de le dire, sur l'EPR en Chine, déstabilisant l'entreprise. Bon, on a énormément d'exemples en la matière. Et oui, la désinformation, au même titre qu'on l'a vu dans les armées au Mali, fait partie de ces leviers que l'on va actionner pour déstabiliser une entreprise. J'en profite pour évoquer justement, oui, ça fait partie. Alors j'allais vous poser la question. Voilà, ça fait partie de ces nombreuses atteintes qui ont été recensées. Alors, la gendarmerie en lien, alors à l'époque c'était l'INAJ, mais maintenant je crois qu'elle s'appelle l'IHEMI, à l'école militaire à Paris. On a édité un petit livret très bien fait qui recueille, qui s'appelle Le jeu des 8 familles. Alors, c'est 8 familles d'atteintes et qui démontre que le panel des menaces est très varié, protéiforme. Ça va de l'atteinte physique sur site, hein, on va avoir des intrusions, des cambriolages, ça va être la menace cyber, on pourrait l'évoquer longuement, et donc la désinformation fait partie aussi de ces menaces. Alors vous en avez apporté quelques exemplaires, je Tout crois, à fait. que vous avez laissé là. Et si des personnes veulent les prendre, il n'y a pas de problème. Merci. Je voudrais savoir, Alexandre Bayeux, qui est derrière ces attaques? Est-ce qu'on sait un peu? Est-ce qu'on a... Il n'y a pas de profil type, j'imagine, parce qu'il doit y avoir des profils justement très différents entre les États, le hacker dans son coin. Enfin, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu un portrait de ces différents types d'attaquants? Alors, l'attaquant cyber ou digital, bien sûr, il a un sweat à capuche et, et il a plutôt 18-20 ans. Alors, on va oublier... C'est un peu caricatural. C'est un petit peu caricatural, exactement. Et, alors, ça existe, hein, on ne va pas complètement le mettre à la poubelle, ce profil, mais c'est de la caricature. Mais c'est simple dans les médias ou pour pouvoir communiquer. Le schéma des organisations, en fait, on a un commanditaire qui va avoir un besoin, il va s'adresser éventuellement à différentes organisations. Il y a d'énormes organisations criminelles qui font ceci. On a aussi des organisations, alors on va pouvoir dire criminelles, mais en fait c'est des business qui sont dans des États, dans des places où il y a une certaine complaisance de la part des autorités pour laisser ceci fonctionner. Et ce sont des vraies usines à phishing, à création de profils LinkedIn, à stratégie pour pouvoir attaquer des personnes. Donc ça, grosse organisation, officielle ou plutôt mafieuse, on va voir ceci, mais ça, voilà, c'est des grosses usines avec des RCI, on fait des virements bancaires, etc. L'autre menace, ce sont aussi des plateformes. Vous avez sans doute entendu parler de tout ce qui est SaaS, service,
le logiciel ou le service as a service, c'est-à-dire qu'on l'achète comme ça, prêt à l'emploi. C'est la location même. Voilà, cybercriminalité as a service. Je veux acheter un ransomware, je veux acheter un truc, un malware pour espionner ce que fait ma femme. Voilà, je vais l'acheter, il est prêt à l'emploi. Ça me coûte quelques euros, quelques milliers d'euros si selon la sophistication, mais ça peut coûter pas cher. Donc les personnes, des grosses organisations qui ont ceci en place, des plateformes as a service qui sont accessibles généralement pour les plus sophistiqués sur le dark web. Mais la menace, c'est aussi tout simplement votre collègue parce qu'il va faire une fuite, ou il va faire une fuite des fois volontairement parce qu'il n'a pas eu l'augmentation, il n'a pas eu la promotion, ou encore il se fait virer, il balance quelque chose, ou bien c'est pas le collègue directement, il y a un dirigeant ou quelqu'un qui a pas mal d'informations, il est en plein divorce, et son ex-mari, son futur ex-mari va balancer tout un tas de trucs pour se venger contre son ancienne femme, par exemple. Donc des éléments comme ceci, la menace, elle est beaucoup là dans les personnes. Et puis enfin, on a quand même ce garçon à capuche là qui va avoir 17 ans. Ça existe pas mal et ça fait très mal à des organisations à forte notoriété. Typiquement, ce qui va plaire beaucoup à ce genre de profil, donc on va dire 17 ans et doué en intelligence digitale, c'est qu'il va vouloir montrer ses talents. Donc il va se faire une société et puis il va être content de pouvoir dire tiens, j'ai l'ensemble des salaires de l'hôpital de Marseille. Hop, c'est en ligne. Et là, mais il jubile de ceci, il a fait son exploit. On va difficilement mettre en prison un petit gars comme ceci, et il leur a fait beaucoup de mal, qui sont après utilisés par d'autres. Donc voilà les profils. À la fois des grosses organisations, le plus gros danger dans vos entreprises, grandes entreprises et PME, vos collègues. Et les collègues qui ont beaucoup d'informations, secrétaires, assistants de direction générale, et les dirigeants. Dans les petites entreprises, les dirigeants qui sont associés, propriétaires de la boîte, qui sont au-dessus des règles, cabinet d'avocats, c'est le pire, associé d'avocats. Tous les avocats ne sont pas des voyous quand même. Non, ils ne sont pas des voyous, mais ils ont des pratiques. Ils vont avoir une hygiène, une hygiène dangereuse qui fait qu'ils vont tout vouloir avoir tout le temps avec eux sur l'iPhone à toutes les heures et avec des mots de passe simples parce qu'il faut que ça marche. Très bien, merci de cette précision. Je me tourne vers vous, une dernière question. Puisqu'il est temps là, vous travaillez aussi avec la sphère privée, c'est-à-dire par exemple avec les directeurs sécurité des entreprises pour voir quels sont les moyens de renforcer la sécurité de ces entreprises. Ah oui, tout à fait, c'est fondamental. On s'aperçoit que souvent les entreprises sont préparées aux défis économiques. Ils le sont beaucoup moins préparés aux défis sécuritaires. Et il faut véritablement qu'il y ait cette prise de conscience de cette menace protéiforme. Et donc la gendarmerie, depuis quelques années, s'est rapprochée des entreprises. On a eu un coup d'accélérateur avec la crise Covid, paradoxalement, où notre directeur général a souhaité que la gendarmerie se rapproche résolument des entreprises. On avait cette opération présence auprès de ces entreprises qui ont été largement fragilisées par cette crise Covid. Et donc, désormais, on offre toute une série de services. Alors, cette offre de services, elle est globalisée. C'est-à-dire qu'elle va prendre en compte l'ensemble des types de menaces. Je prends un exemple. Lorsque la gendarmerie, à la demande du chef d'entreprise ou d'initiative, va aller voir une entité, le gendarme ne va pas y aller seul. C'est-à-dire que le gendarme, on va avoir tout d'abord un gendarme qui est spécialisé sûreté, donc prévention situationnelle, ce qu'on appelle la prévention situationnelle, c'est-à-dire spécialisé dans les atteintes physiques sur site. C'est lui qui va conseiller, bon voilà, il faut peut-être ajouter une clôture, peut-être mettre une caméra, etc. Ce référent sûreté, donc ce gendarme, va être accompagné d'un autre gendarme qui va être spécialisé, lui, dans l'intelligence économique. C'est toutes les menaces que l'on a évoquées. Il va être également accompagné d'un enquêteur InTech. Alors, on appelle enquêteur InTech, c'est nouvelles technologies. C'est souvent un gendarme qui est enquêteur dans une section de recherche, qui fait des investigations tous les jours sur justement toutes ces attaques cyber, et qui sera à même de conseiller justement le chef d'entreprise ou son directeur sûreté sur tout ce qui est menace cyber. Et enfin, on est en mesure,
de compléter, je dirais, cette prévention par un aspect, je dirais, dimension religieuse. Parce que ça, on n'a pas évoqué, mais ça fait partie également tout ce qui est dérive sectaire, peut-être radicalité religieuse, qui peuvent déstabiliser une entreprise plus qu'on l'imagine. Donc on a aussi des conférenciers spécialisés radicalisation. Et donc c'est tout ce panel, je dirais, un kit complet qui va aller auprès du directeur sûreté, qui va lui montrer quelles sont les différentes menaces et peut-être lui prodiguer les premiers conseils. En matière aussi de cyber, je vais juste mentionner qu'il y a une petite application qui a été mise en œuvre qu'on appelle Immunité Cyber. Et à travers une dizaine de questions, le chef d'entreprise va pouvoir évaluer aussi son niveau de prise de conscience de sa sécurité et peut-être les premières failles et peut-être la nécessité de faire appel justement à un acteur privé ou public de sécurité. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette table ronde vraiment intéressante.